Bonjour à tous. Voilà, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue pour cette présentation sur les conséquences collectives des violences éducatives. Je m'appelle Marc-André Coton, on l'a dit, j'anime avec Sylvie Vermeulen le site Regard Conscient, que certains connaissent peut-être. Et puis je travaille également avec l'équipe du magazine PEPS, le magazine de la parentalité positive. Et puis je suis l'auteur d'un livre qui est paru récemment aux éditions L'Instant Présent, qui a un stand ici sur ce salon. Alors je vous trouve courageux parce que le thème qu'on va aborder est un thème difficile qui nous concerne dans la mesure où on a tous été soumis à diverses formes de violences éducatives et que nous avons dû nous adapter en tant qu'enfants. On a largement oublié ce que nous avons vécu et c'est peut-être là justement l'origine de nos remises en scène comme on va le voir. Donc en tant qu'adulte, on a, je pense, une responsabilité par rapport à ce que nous sommes amenés peut-être à remettre en scène avec notamment nos enfants. Votre présence ici me laisse penser que, au fait, on a envie quand même de savoir, on est curieux, même si c'est difficile, et peut-être que c'est une des raisons qui fait que tout va bien se passer. Donc le but finalement de cette conférence, c'est au fait de montrer que l'impact de la violence éducative dépasse le cadre privé et va se répandre par ricochet dans toute la société, je dirais peut-être aussi au niveau mondial, comme on va le voir avec un exemple qui est celui des États-Unis. Certaines violences graves peuvent conduire à la guerre, au terrorisme, aux tortures, et peut-être des violences plus banalisées, ordinaires, dirons-nous, eh bien, vont conduire à des choses qui nous paraissent finalement comme allant de soi, certains types de délinquance juvénile, des violences entre époux, des phénomènes de marginalisation sociale. Voilà des choses qui peuvent aussi être occasionnées par certaines violences éducatives. Donc le point, à mon avis, le plus important, c'est qu'au fait, on a tendance à les reproduire sans réfléchir, de manière tout à fait, comment dirais-je, automatique, inconsciente, diront certains, soit dans les familles, soit dans les institutions. Et c'est-à-dire que nous sommes devenus des acteurs. Et de ce fait-là, nous participons à la violence, à la reproduction de ces violences sur un plan collectif. Donc comme certaines vérités mises à jour, dirons-nous, pourraient être un peu déstabilisantes, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée d'utiliser un exemple un peu lointain, celui des États-Unis. Donc ce n'est pas nous directement, mais on peut à ce moment-là faire quelques analyses. Autrement dit, il y a un certain recul. Voilà. La structure de ma présentation, je commencerai par préciser ce qu'il faut entendre par violence éducative. J'aborderai notamment la question de la mémoire traumatique. D'un point de vue neurophysiologique, quelques éléments pour comprendre comment ça se passe à l'intérieur, notamment sur la base de certaines études récentes. On verra dans un deuxième temps par quel mécanisme on est amené à répéter certaines situations victimisantes. Je pense que la notion de mécanisme est importante parce que ça nous permet justement, au fond, de se déculpabiliser, de prendre un peu de distance nécessaire. Et je pense que c'est une clé, donc cette répétition, pour comprendre les violences collectives. Je parlerai ensuite de l'éducation américaine, puisque l'exemple choisi est celui des États-Unis, en rappelant certaines statistiques assez incroyables pour nous, Européens, notamment sur l'existence de châtiments corporels dans les écoles, qui ne sont pas encore abolis aux États-Unis. Il sera question également d'une volonté culturelle de punir l'enfant, qu'on peut peut-être faire remonter au protestantisme, à l'Ancien Testament, donc à une culture très ancienne, très ancrée. Et puis en tant que 43e président, chef de guerre, rappelons-le, on parlera aussi de George W. Bush. On verra comment son enfance, certains traumatismes tendent à se répéter, mais évidemment avec la puissance qu'acquiert le président et tout ce qui le porte dans l'exercice du pouvoir. Je parlerai aussi de l'état de dissociation, on pourrait presque dire de stress post-traumatique dans lequel se sont retrouvés les Américains après le traumatisme du 11 septembre. Et on verra alors que la volonté de punir, de se retourner contre quasiment le monde entier, s'est déchaînée, n'est-ce pas, notamment par des moyens militaires très puissants, comme on le sait, et puis aussi par
la légalisation de la torture, tout au moins pendant un certain nombre d'années. Ensuite, on va terminer par un point positif, évidemment. Pourquoi tout cela se passe-t-il? Quelles perspectives nous sont offertes par ces prises de conscience et quels sont nos moyens d'action? Et vous verrez qu'en fait, il y en a certainement des moyens d'action proches de nous, et cela nous amènera à parler un petit peu de notre regard sur l'enfant. On verra qu'en changeant le regard que nous avons sur nos enfants, nos adolescents, eh bien, on peut être amené à transformer le monde, tout simplement. Voilà, que faut-il entendre par violence éducative? Il s'agit globalement de diverses formes de pression qui sont mises par les adultes, physiques, psychologiques, pour conditionner le comportement de l'enfant. C'est-à-dire qu'à la base, on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez l'enfant. Et cela, on va le retrouver de manière quasi millénaire dans toutes les grandes religions, etc. Puis finalement, dans notre bagage culturel. Alors, il peut s'agir, bien entendu, de violences physiques, comme les claques, les fessées. Je rappelle que 85% des parents français estiment que la fessée est quelque chose de normal. Mais il peut aussi s'agir d'humiliation, d'injures, de privation, de chantage affectif, etc. Dans certaines régions du monde, la violence éducative est telle qu'elle peut conduire au recours systématique à la terreur contre l'enfant, à des bastonnades, voire des mutilations corporelles pour que l'enfant obéisse, se soumette à certaines idéologies religieuses, politiques, etc. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait souhaiter, au fait, l'enfant ne comprend pas ce qui lui arrive sous la violence. Il est littéralement sidéré. On va voir que c'est un phénomène biologique, cérébral, dirons-nous. Il est sidéré par la violence de ceux qui devraient, au fait, lui assurer la protection et l'amour. Son système nerveux est incapable de gérer ce stress. Sa vie est en danger. Évidemment, on ne s'en rend pas forcément compte dans la peau du parent, mais voilà ce qui se passe pour l'enfant. Si vous interrogez des adultes, si vous parlez avec des personnes qui admettent avoir subi une certaine forme de violence, elles vont souvent vous dire « mais n'importe comment, j'en suis pas mort ». D'accord ? Donc je pense que cette seule mention ramène au fait que peut-être, oui, c'était la peur de mourir que l'enfant avait alors. Parce que un chaton, par exemple, éloigné de sa mère, va mourir. Un enfant qui perd le lien d'attachement avec sa mère peut avoir cet élément d'anxiété très très fort. Alors que va faire l'enfant? Eh bien, son cerveau, son organisme, va réagir par un mécanisme de survie, une anesthésie émotionnelle, physique. Et les neurobiologistes appellent cela, terme un petit peu technique, la dissociation traumatique. Autrement, il y a une forme de coupure qui va s'établir au sein même du cerveau de l'enfant. C'est un concept sur lequel je reviendrai dans un instant. Alors, selon plusieurs études récentes, les enfants qui vivent sous cette violence connaissent des états de stress post-traumatique qu'on peut tout à fait mettre en lien avec ce que vivent les soldats quand ils sont au combat. Donc, quelque chose d'extrêmement violent. En utilisant des techniques d'IRM, ces chercheurs ont montré, donc imagerie par résonance magnétique, ces chercheurs ont montré qu'il y avait une réduction de la taille de l'hippocampe, qui dans le cerveau est un petit organe qui facilite l'intégration des expériences. Autrement dit, l'enfant n'intègre pas. Et puis dans un deuxième temps, il y a une augmentation de l'activité de l'amygdale cérébrale, donc un organe un peu plus primitif, dirons-nous, qui sert à traiter la peur. Alors entre l'un et entre l'autre, on peut dire que ces enfants vivent dans un état d'anxiété qui est permanent et ils n'ont pas de prise sur cet état d'anxiété. Ils peuvent connaître des attaques de panique, des cauchemars, voire des terreurs nocturnes comme l'enfant sur cette photo. Et ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que cette empreinte d'un traumatisme, eh bien, elle va rester. Elle va rester piégée dans le cerveau de l'enfant, au niveau de l'amygdale en particulier, et cela va provoquer des peurs conditionnées qui vont subsister jusqu'à l'âge adulte. Ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe après au niveau politique. Au moindre stimulus sensoriel qui rappelle le traumatisme initial, eh bien, il va y avoir enclenchement de cette mémoire traumatique et qui peut, comme une bombe à retardement, littéralement exploser sans qu'au fait personne ne sache vraiment
ce qui se passe. Comment fonctionne le mécanisme de dissociation traumatique dont je vous parlais il y a un instant et qui est actif, n'est-ce pas, dans cette répétition des traumas? On a vu qu'un enfant agressé est littéralement sidéré. Rappelons qu'il devrait être protégé biologiquement, il a besoin de ses parents qui font l'interface, l'intermédiaire, le passage entre le monde intra-utérin et le monde extérieur, menaçant par définition. L'excès de stress dans son cerveau va donc enclencher des mécanismes de surproduction, d'adrénaline, de cortisol, et tout cela peut créer une forme de survoltage, pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. On peut avoir des phénomènes de mort subite du nourrisson. On ne saura pas à quoi attribuer cette mort subite. Donc le mécanisme de survie va se mettre en place par des sécrétions d'endorphines qui endorment le cerveau et au fait le protègent, ainsi que le cœur, l'organisme. Donc la réponse émotionnelle est dès lors éteinte par le cerveau et l'effet psychologique, c'est que l'enfant ne ressent plus rien. Donc il peut très bien, entre guillemets, rester là sous la violence en se déconnectant, en ayant une sensation de flottement, d'irréalité, voire d'indifférence à la souffrance. Et bien entendu, l'adulte aussi, un peu plus tard, va se mettre dans cet état quand il est réactivé dans sa souffrance. Alors le problème, je l'ai dit, c'est que la charge émotionnelle va rester engrammée dans le cerveau, et en particulier dans l'amygdale, que j'ai mis ici en rouge sur la petite image, si vous arrivez à la voir. Cette mémoire va donc rester chargée de l'émotion initiale. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de traitement. Il n'y a pas eu la place, la sécurité pour analyser, intérioriser, comprendre, se sécuriser à nouveau. En temps normal, l'hippocampe, ici en bleu, et le cortex préfrontal, qui est ici en vert, donc deux structures un petit peu plus complexes, vont permettre cette intégration. Mais quand il n'y a pas d'intégration, eh bien, la mémoire traumatique, comme je l'ai dit, va ressurgir. Et ce, au moindre stimulus de la vie courante, et aussi, peut-être, certains stimulus beaucoup plus effrayants, comme on le verra dans un instant. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a une espèce de confusion entre le présent et ce qui s'est passé pour la personne au moment du traumatisme. Le vécu sensoriel explose, réagit, refait surface. Et j'appellerais cela une remontée émotionnelle. D'accord ? C'est extrêmement déstabilisant pour la personne parce qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Au fait, c'est comme si elle était retraumatisée. Donc, pour éviter tout cela, eh bien, généralement, elle va avoir des stratégies d'évitement. Elle va ne pas s'exposer à certaines situations, entre guillemets, dangereuses. Mais voilà, les circonstances de la vie, certains événements exceptionnels, heureux ou malheureux, peuvent faire ressurgir cette mémoire traumatique. Et à ce moment-là, pour dissocier à nouveau, la personne va prendre des risques, activer l'adrénaline. Elle peut avoir une violence contre elle-même, contre autrui. Et alors, on aboutit à ce paradoxe que, au fond, l'exercice de la violence va permettre à ces personnes de annihiler, anesthésier leur propre souffrance, tout en reproduisant le cycle de la violence. On pourrait dire que d'un point de vue physiologique, c'est pour cette raison que les victimes deviennent des bourreaux. D'un point de vue plus large, évidemment, c'est ce qui va nous obliger, en dernière analyse, à voir les conséquences du déni qu'on fait subir à l'enfant et l'importance d'une parentalité qui soit respectueuse de ses besoins. Alors, l'éducation américaine, venons-en au sujet, si je peux dire, hein, il faut se souvenir qu'elle est d'abord européenne. Les puritains de la Nouvelle-Angleterre suivaient à la lettre des préceptes de l'Ancien Testament, par exemple certains proverbes du roi Salomon, où on peut lire, notamment, hein, qui épargne la baguette et son fils, qui l'aime, lui prodigue le châtiment. Et ça, ce sont des choses qui sont restées au fil des siècles. Par exemple, au XVIIIe siècle, un prédicateur calviniste, Jonathan Edwards, a écrit, c'est la littérature, fait partie du patrimoine culturel et littéraire américain,
les enfants sont, je cite, infiniment plus haïssables que des vipères si ils ne font pas acte de repentance, s'ils ne se soumettent pas. Ils méritent la verge. Et de fait, la pratique de la bastonnade aux États-Unis, le paddling, a d'abord été généralisée pour punir les esclaves, pour les soumettre, bien entendu, et elle a été très utilisée dans les prisons jusqu'à son interdiction en 1968 seulement, j'allais dire. Donc ce qui est assez incroyable et anachronique, n'est-ce pas, c'est qu'aujourd'hui encore, eh bien, cette bastonnade, paddling, est toujours permise dans 19 États américains, dans certaines écoles publiques de ces 19 États, on verra lesquels dans un instant. D'après les chiffres du département de l'éducation, donc des chiffres officiels, en 2006-2007, au moins 223 190 enfants ont subi une bastonnade au moins une fois dans l'année. C'est un rapport de Human Rights Watch qui le rappelle également. 10 ans plus tôt, ce sont des statistiques qui ont lieu toutes les 10 années, ils étaient 2 fois plus nombreux. Donc on peut espérer que dans quelques années, ce chiffre va baisser, bien entendu. Mais dans l'État du Texas, qui totalise à cette époque le plus de châtiments corporels, eh bien, d'après le Washington Post, en 2010 seulement, eh bien, ils ont réintroduit la bastonnade dans certaines écoles à la demande de parents, qui étaient apparemment nostalgiques du bon vieux temps où l'on frappait les enfants, eux-mêmes, évidemment, l'ayant été probablement. Alors, on retrouve cet élément de déni qui favorise la reproduction du traumatisme. Et je dirais que c'est une clé importante, encore une fois, pour comprendre ce qui va advenir maintenant avec la période Bush. Donc, pour revenir encore rapidement à cette comparaison États-Unis-Europe, il ne s'agit pas de réduire l'Amérique à sa seule éducation violente et notamment physique. Il y a aussi une éducation qui utilise les humiliations psychologiques, notamment les chantages, les manipulations. Mais si on fait une petite comparaison avec l'Europe, on s'aperçoit qu'on a quand même une différence assez importante. En vert sur votre droite, vous avez 22 États des membres du Conseil de l'Europe, dont ne fait pas partie la France, qui ont interdit les châtiments corporels, donc dans les écoles et dans les familles. D'accord ? La Suisse non plus n'en fait pas partie. Ensuite, en bleu, vous avez sur les 2 cartes des États qui ont interdit les châtiments corporels dans les écoles. Et enfin, en rouge sur la carte américaine, les États qui permettent dans les écoles le recours à la bastonnade. D'accord ? Donc vous remarquez que ce sont des États qui sont au sud des États-Unis, ce qu'on appelle la Bible Belt, la ceinture de la Bible, autrement dit des États très religieux, où le conservatisme est encore très présent. Des États qui ont voté Bush, vous vous en doutez. On va voir donc l'importance de cette dimension religieuse avec un exemple, celui du docteur Dobson. Je rappelle que ceux qui sont les plus fervents défenseurs de la violence éducative sont ceux qui l'ont subie. On se souvient que c'est ainsi qu'ils gèrent leur propre souffrance, aussi cruelle que ça puisse paraître. Autrement dit, plus leur éducation a été stricte, plus le recours à la violence et la volonté de contrôle de l'enfant sera important. Il n'est donc pas étonnant que l'un des champions, si je peux dire, de la violence éducative est le docteur James Dobson, dont les parents étaient un couple de prédicateurs évangéliques. Il est devenu psychologue et s'est fait l'avocat de la fessée, notamment, pour les petits, dès les années 1970. Donc à cette époque, il avait été le témoin de ce qui se passait autour du Flower Power, les années 1960, etc., le libéralisme supposé. Pour lui, c'était l'exemple d'une désintégration psychique, morale de toute la société. Donc il s'est mis à combattre cela de manière militante, avec un premier livre ici, Oser recourir à la discipline, encourager les parents à recourir à la discipline. Et il offrait des conseils pressants, urgents pourrait-il dire, aux parents et aux enseignants. Il y a un chiffre quand même sur la couverture, 325 000 exemplaires, c'est donc très important. Il encourageait les parents à frapper leurs enfants en disant que la douleur est un purificateur remarquable. On trouve donc des éléments qui ramènent à la religion, notamment la notion de péché, de repentance. Et Dobson estimait nécessaire aussi de recourir au comportementalisme, c'est-à-dire à la manipulation de l'enfant pour conditionner
par une récompense, une punition, une flatterie, même un bonbon. Il était un petit peu critiqué sur le fait qu'il conseillait de donner un bonbon aux enfants quand ils se comportaient correctement, ou un peu d'argent. L'argent de poche doit être conditionné à l'obéissance, des choses comme ça. Et il écrivait par exemple, le renforcement verbal, entendez, le conditionnement par la flatterie, le mépris, devrait imprégner toute la relation aux parents à l'enfant. Alors, vous me direz, est-ce que ça, c'est représentatif des États-Unis? On a une image peut-être différente des Américains avec le docteur Spock, par ailleurs, n'est-ce pas? Mais je pense qu'une part importante de ces Américains, n'est-ce pas, ont été éduqués de cette manière-là et ont soutenu le docteur Dobson dans sa croisade, si bien que ce premier livre, réédité encore aujourd'hui, sous le titre de The New Dare to Discipline, on aurait pu peut-être intituler ça Dare to Discipline 2, puis 3, comme on fait aujourd'hui. Voilà, c'est vendu en tout à 3,5 millions d'exemplaires. Donc ça montre quand même l'importance de ce courant. À la fin des années 1990, eh bien, c'est un courant qui touchait 9 à 12 millions de lecteurs chaque semaine, d'auditeurs, de téléspectateurs, etc. Donc un courant très important qui a soutenu George Bush dans son élection en 2000 et sa réélection en 2004. Puisqu'à cette époque, on a calculé qu'un tiers de son électorat eh bien, étaient des chrétiens blancs évangéliques. Alors, une telle violence éducative n'a pas manqué de provoquer ce qu'on pourrait appeler un traumatisme collectif cette fois, n'est-ce pas? Tout le monde ayant vécu plus ou moins des choses similaires. Alors, à partir de là, eh bien, il y a ce phénomène de dissociation qui va intervenir. Je vous donne juste un petit exemple de témoignage trouvé sur Amazon. Voilà ce que dit un homme. « Mon père a utilisé la méthode Dobson comme un permis pour frapper. » Pour me frapper, sous-entendu. « Si vous voulez mourir abandonné dans une maison de retraite, je vous conseille de suivre ceux qui vénèrent la haine et la violence. Il n'y a pas un jour où je ne rêve pas de fouetter mon vieux père avec une ceinture cloutée pour le punir en retour. Et j'envisage de ne pas avoir d'enfant pour mettre un terme à ce cycle de la violence. » Alors, quel impact sur les États-Unis, sur ce que j'appellerais entre guillemets la névrose américaine? Est-il possible de préciser de quelle manière les Américains se défendent face à cette mémoire traumatique? On a vu que la gestion impliquait un déni en particulier par rapport à la violence, puisque les personnes qui ont souffert se coupent de leur souffrance et deviennent indifférentes à la souffrance des autres. Donc, un des premiers éléments de conséquence, ça va être un mépris viscéral pour l'état de faiblesse, qui évoque évidemment la situation de l'enfant. On ne veut pas d'enfants faibles. Et peut-être on ne veut pas non plus de personnes en faiblesse dans la société. Alors je rappelle simplement que les Américains n'ont toujours pas un plein accès à une couverture maladie universelle. N'est-ce pas? On sait la difficulté de l'actuelle administration pour imposer ce qui nous paraît comme quelque chose de basique, hein, n'est-ce pas? Pour protéger justement les plus faibles. Deuxième conséquence, à l'inverse, l'ancienne victime va vénérer l'expression de la force. Une force qui aurait dû la protéger de la violence et qui peut-être maintenant va lui permettre de se venger de ses anciens agresseurs, un petit peu comme l'exemple de tout à l'heure. Une petite illustration, après l'attaque de Pearl Harbor en 1941, les États-Unis ont consacré jusqu'à 90% de leur budget pour la guerre. Et dans les années 50, encore 70% pour la guerre de Corée cette fois. Aujourd'hui, c'est l'État le plus militarisé du monde qui dépense autant pour sa défense, et que les termes ne sont pas innocents, que l'ensemble de tous les autres pays de la planète. Donc ça nous montre aussi ce mécanisme presque obsessionnel, dirais-je. Voilà. Autre exemple également qui nous interpelle en tant qu'Européens, eh bien, aucune législation sur le contrôle des armes à feu n'existe aux États-Unis, malgré un certain nombre de tragédies, comme on le sait. On peut donc y voir, je pense, une forme de volonté inconsciente de ne pas mettre un terme, de reproduire la violence. Savez-vous par exemple qu'1 million d'Américains sont morts par balle depuis l'assassinat de John Lennon en 1980? C'est-à-dire plus de 30 000 par an
10 fois plus que les attentats du 11 septembre. Alors, cette dynamique collective de dissociation va avoir au moins 2 conséquences qui ouvrent vers les violences collectives. D'abord, la recherche constante de cibles émissaires. Donc, on projette sur des ennemis qu'on va rendre coupables de nos souffrances. Hier, par exemple, le communisme. Aujourd'hui, le terrorisme. On va projeter sur ces ennemis une menace et on va se justifier au fait d'entrer en guerre contre ces ennemis, avec des armes toujours plus sophistiquées, avec des systèmes de surveillance, comme actuellement la NSA, on en a assez entendu parler. Le deuxième élément de conséquence, ça va être ce que les psychologues appellent un phénomène d'identification à l'agresseur. Dans l'exemple de tout à l'heure, le père se retient, il a peur d'avoir des enfants, parce qu'il a peur au fait ressembler à son père, n'est-ce pas? Ça, c'est le phénomène d'identification. Alors, il préfère contrôler sa fécondité, si je peux dire, ne pas avoir d'enfants. Alors, dans l'image ci-contre, on voit que l'oncle Sam, le père de la nation, est littéralement porté par le patriotisme, c'est-à-dire l'expression du désir du peuple de recourir à la vengeance par la violence. Il part contre le mal, en croisade, à l'époque évidemment le nazisme, aujourd'hui encore une fois le terrorisme, et je pense que ce mécanisme d'identification à l'agresseur va permettre de comprendre pourquoi les Américains, de manière un peu fanatique de notre point de vue, vont accorder à la guerre globale contre la terreur un tel crédit. Entre-temps sont intervenus les attentats du 11 septembre qui ont servi de déclencheur à une gigantesque remise en scène, pourrait-on dire, une reproduction d'une foule de violences beaucoup plus, comment dire, visible au monde entier, n'est-ce pas, manifestée au monde entier, de la violence éducative. Alors, qu'est-ce qui a déclenché tout cela? J'aimerais revenir rapidement sur le traumatisme des attentats qui a eu un caractère spectaculaire pour les Américains, autant que symbolique. Les cibles ont été bien choisies et l'effet sur le peuple, non seulement les New-Yorkais, eh bien, c'est un effet traumatique. Par exemple, une enquête a mesuré que dans les 2 mois qui ont suivi les attentats, 11,2% de la population de New York présentait un état de stress post-traumatique mesurable. Le chiffre était de 4% pour l'ensemble de la population. Et particulièrement chez les personnes qui avaient regardé encore et encore ces images qui tournaient en boucle, comme si elles étaient, au fond, scotchées et finalement en contact avec une violence autre que celle qui était montrée. Alors, d'où venait cette anxiété qui remontait, comme je l'ai dit? On peut avancer que cette exposition à la violence a agi au fait comme un rappel de traumatisme éducatif justement, qui était, comme je le disais, emprisonné dans l'amygdale, mais prêt à ressurgir comme une bombe à retardement. Autrement dit, avec ce déclencheur, eh bien, une vanne s'est ouverte. Beaucoup se sont retrouvés plongés dans la situation de l'enfant impuissant. On a beaucoup de témoignages de gens qui se sont dit mais on est complètement impuissant face à cela. Ils se sont engagés avec l'armée, se sont engagés dans la protection civile. Et puis surtout, ils ont été derrière leurs politiciens. Par exemple, lors d'un sondage, les enquêteurs furent frappés d'entendre un épanchement d'émotions sans précédent. Des gens pleuraient quand on les interrogeait sur ce qu'ils avaient vécu en regardant ces images. Donc, à partir de là, il fallait réactiver le mécanisme de dissociation. Et d'un point de vue collectif, ça voulait dire désigner un ennemi, un coupable. Et bien entendu, cela a été fait avec le terrorisme islamiste, en particulier Oussama Ben Laden. Autrement dit, M. Bush a fait exactement ce que les Américains souhaitaient dans leur fort intérieur, en quelque sorte, c'est-à-dire déclarer une opération punitive, le mot a été utilisé, donc on est à nouveau dans l'éducation, contre le responsable supposé des attentats. Et M. Bush disait par mégaphone, en prenant, comme vous le voyez ici, un secouriste par l'épaule, un peu comme un bon papa, n'est-ce pas? Il leur disait, je vous entends, le reste du monde vous entend, et ceux qui ont détruit ces tours vont bientôt entendre parler de nous. Ça a été en fait le déclencheur
de cette opération contre la terreur. Donc, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu, cela veut dire que le mécanisme d'identification était suffisant, la volonté de punir. Alors, il les appelait les rogue states, les États voyous. Encore une fois, le terme n'est pas anodin. Généralement, les voyous sont les adolescents, les enfants désobéissants, etc. Et que s'est-il passé d'un point de vue médiatique? Eh bien, la cote du président a grimpé à 90% d'opinion favorable et il n'a jamais eu une cote aussi importante de toutes ces deux présidences. Alors, venons-en un petit peu à l'enfance de George Bush. Qu'a-t-il vécu pour que les Américains le suivent de manière aussi, je dirais, aveuglée, hein? Il serait peut-être simple, ou apparemment simpliste, de dire que voilà, c'est le fils de son père. Son père s'appelle presque comme lui, ou lui comme presque comme son père, George H.W. Bush, n'est-ce pas? Et le père lui donne ici, paternellement, si je peux dire, son grade de second lieutenant dans la garde nationale. C'était en 1968. L'un et l'autre étaient bien entendu favorables à la guerre, celle du Vietnam en l'occurrence. Alors, le père et le fils est identifié au père, et je pense qu'il faut voir cela vraiment dans toute la portée. C'est-à-dire, il a le même nom, il suit les mêmes écoles, le même parcours, en dépit de ses difficultés, parce que George Bush était un dyslexique non diagnostiqué, donc pour lui c'était très difficile. Il a dû refouler énormément d'humiliations, donc ça aussi c'est important, tout au long de son éducation. Il est devenu pilote comme son père, mais aussi avec beaucoup d'anxiété, beaucoup plus que son père qui était un pilote bien supérieur, on va dire. Hein. Et il est devenu président. La revanche, ça a été qu'il a eu 2 mandats alors que son père n'en avait eu qu'un seul. On va donc avoir un fils qui est humilié par un père distant, arrogant, qui lui dit volontiers « tu m'as déçu ». Et effectivement, jusqu'à l'âge de 40 ans, le fils va décevoir le père par toutes sortes de conduites d'évitement, des conduites liées à certaines addictions, etc. Même la mère disait que le père était si dur que les enfants, les garçons, perdaient connaissance lorsqu'ils avaient, enfin, presque connaissance lorsqu'il y avait une remarque déplaisante de leur père. Donc, un enfant humilié, mais dont les gaffes vont en quelque sorte réjouir les Américains. Ils le trouvent proche de lui, n'est-ce pas? Parce qu'eux-mêmes ont vécu quelque chose de similaire. Je rappelle que Bush nous a aussi fait rire au début, hein, jusqu'à ce qu'il devienne, je dirais, si menaçant pour la sécurité mondiale. Il est aussi identifié à un clan, le clan Walker Bush, et c'est un clan à la fois de financiers, mais également un clan d'hommes de guerre, une lignée attachée à la violence éducative qui se perpétue de génération en génération. Alors, cette lignée, la voilà. Hein, vous avez ici, à droite, Prescott, le grand-père de George Bush. Et on peut même parler, il n'est pas sur la photo, de l'arrière-grand-père, Samuel Prescott, qui était, lors de la Première Guerre mondiale, le coordinateur des achats d'armes pour les États-Unis. Donc, son fils fera la même chose avec son vice-président, Dick Cheney, dont on pourrait d'ailleurs faire la même analyse, n'est-ce pas? Parce qu'on voit que lui-même est très attaché à ses ancêtres qui ont guerroyé pendant la guerre de sécession, etc. Donc toute une culture de la violence. Allons peut-être un peu dans le détail de l'enfance. Contrairement à ce que ce cliché laisse entendre, la mère de Bush a beaucoup brutalisé physiquement son fils. Elle était d'ailleurs surnommée par ses fils, ses enfants et les voisins l'exécuteur, parce que c'est elle qui faisait la basse besogne, le père étant absent. Donc il ne trouva aucune tendresse auprès d'elle, développa des mécanismes de défense similaires à ceux de sa mère, et voici ce qu'il écrit, donc Bush, dans sa 2e bibliographie. Mère faisait régner l'ordre, elle pouvait exploser, et comme nous avions des personnalités très proches, je savais comment allumer la mèche. Je la provoquais et elle me réglait mon compte. Si j'étais obscène, comme elle disait, elle me lavait la bouche avec du savon. Ça s'est passé plus d'une fois. Bon, l'humiliation. Mais pour lui, il dit tout de suite après, mais c'était pas de la violence. Hein. Mes parents m'ont aimé. Ils ont voulu que je suive mon propre chemin. C'est presque caricatural quand on voit combien il a copié celui de son père. Alors qu'il a 7 ans, sa jeune sœur Robin, à droite sur la photo, tombe malade et meurt d'une leucémie.
Elle décède, ça c'est le déni, n'est-ce pas, sans que les parents n'informent même le fils qu'elle était malade. Et à leurs yeux, il ne fallait pas partager la souffrance, pas d'empathie, hein, quelque chose de très rigide, vous l'avez compris. Et du coup, ce drame va s'ajouter à ce que George Bush a vécu en tant que petit enfant. Il se coupe de ses sentiments et il se met à faire le clown. Le clown pour comment dire, détendre ses parents, essayer de remettre un petit peu de bonheur dans cette famille, quelle qu'elle soit quand même traumatisée par ce décès. Hein. Il fait rire ses camarades de classe. Et là, il se passe une chose assez incroyable que je suis parvenu à retrouver sur Internet, tout simplement par quelques liens. Il est bastonné par un proviseur. The paddling, qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, George Bush l'a subi, tout simplement pour s'être grimé. Il avait une douzaine d'années, les années 50, pour s'être mis un peu de stylo sur le visage pour ressembler à Elvis Presley, qui faisait une tournée à région. Et sa professeure de musique n'a pas vu l'intérêt qu'elle pourrait peut-être pédagogiquement trouver à cet intérêt pour la musique. Hein. Eh bien, elle l'a conduite vers le proviseur, et là, il a reçu rituellement cette bastonnade. Rappelons qu'au Texas, n'est-ce pas, c'est un État où, à l'époque et aujourd'hui encore, eh bien, le paddling était autorisé. Alors, quels incidents ces traumatismes vont avoir sur la personnalité du président ? On sait qu'il s'est distingué par une certaine forme de sadisme. Tout au moins, c'est ce que certains disent. Mais je rappelle ici que ce sont au fond des conséquences de violences subies et reproduites, avec cet élément de coupure qui caractérise le sadisme, voire le sadomasochisme. À Yale, par exemple, à l'université, il présidait une fraternité d'étudiants et le bizutage des nouveaux membres comprenait bastonnade, torture, isolation sensorielle, humiliation. Et ici, même le marquage au fer rouge des lettres DKE, donc c'est la société en question, au bas de leur dos. En 1967, alors qu'il est président de cette Delta Kappa Epsilon, il est épinglé par le journal de Yale qui dénonce ces pratiques, qui sont d'ailleurs interdites sur le campus. Et par exemple, cette caricature nous montre une scène d'humiliation de ces nouveaux membres qui sont, comme vous le voyez, nus et avec une espèce de mise en scène. Donc, je le rappelle, Bush a subi ces bizutages comme d'autres violences et il les reproduit et il les justifie. Par exemple, il va dire devant un journaliste, parce qu'il est interrogé, vu que lui est président de Yale et que son père est déjà député. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe dans la famille Bush? Ils vont donc voir Bush, le fils, et lui demandent, il n'y a pas un problème là? Non, non, il n'y a aucune cicatrice physique ou mentale. Ça, c'est le discours officiel de Bush à l'époque. Il avait donc 21 ans. Alors, remarquez encore une fois que les victimes sont nues, humiliées, et c'est une remise en scène. Devenu président, je saute évidemment des années, n'est-ce pas? Que fait-il après le 11 septembre? Eh bien, il se sert de Ben Laden, de l'ennemi afghan, supposément ayant abrité Ben Laden, comme d'une cible émissaire pour remettre en scène la terreur. Mais cette fois, il a toute l'armée des États-Unis derrière lui, n'est-ce pas? Donc toute cette force, cette puissance, et comme je le disais tout à l'heure, il est porté, bien, va servir au rejouement collectif. C'est l'opération donc immuable, liberté immuable, Operation Enduring Freedom. Alors on retrouve évidemment tout l'aspect, comment dirais-je, mythologique, n'est-ce pas? Petit rappel quand même, 132 000 morts d'après un rapport dans cette guerre qui n'est pas terminée, d'accord? Et où on trouvait la mort environ 3 000 soldats de la coalition, autrement dit plus encore que les victimes du 11 septembre, encore une fois. Alors, il ne s'arrête pas là, enfin, les États-Unis ne s'arrêtent pas là comme vous le savez. La guerre contre l'Irak, sans aucune preuve de lien entre Saddam Hussein et les attentats du 11 septembre, a coûté 3 000 milliards de dollars, estimation basse, financée par l'emprunt. Donc on peut imaginer ce qu'on aurait pu faire avec cette somme si on n'était pas parti en guerre. Hein. Elle a aussi occasionné la mort d'un demi-million de personnes. Ça paraît presque, comment dire, des détails. C'est devenu banal, n'est-ce pas? On l'oublie parce que ça fait trop, tout simplement. On voit qu'il annonce la fin de la guerre. On est en mai 2003. Et si on regarde, c'est assez emblématique, ses parties génitales sont bien en évidence, comme moulées dans son costume. Et c'est peut-être une forme
comment dire, virilité retrouvée, n'est-ce pas, à travers, encore une fois, une symbolique de machisme. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut essayer de mettre en lien cela avec une autre idéologie dont il se fait l'avocat, à savoir l'image d'un bon pasteur? J'ai utilisé cette image en couverture de mon bouquin parce que je trouvais que c'était vraiment très révélateur, au fond, d'une volonté de vengeance qui se cache derrière la volonté de bien faire, de partir en croisade, n'est-ce pas, l'élément de croisade. On a vu que cette posture lui avait permis d'accéder à la présidence grâce au soutien des évangéliques, la droite religieuse, et c'est aussi avec cette posture qu'il a permis à son père, en 1988, de devenir président. Il a dirigé la campagne de son père. Lui-même utilise la prière comme un anesthésiant. Il va prier, également exercer son corps physique de manière importante. Tous les jours, il va beaucoup marcher, beaucoup courir pour réactiver ce mécanisme et se détourner de l'alcool. La prière entraîne la sécrétion d'endorphines. Et peut-être le saviez-vous, Bush était un grand buveur jusqu'à son 40e anniversaire. Et à cette date, il fait le serment de ne plus boire une goutte d'alcool et il va se tourner vers la prière. Au fait, ça ne va pas empêcher certains comportements, certains schémas de se manifester par un syndrome qu'on appelle aujourd'hui l'ivresse mentale. Il ne s'est pas soigné, au fait, il a simplement changé de drogue. Les symptômes d'ivresse mentale comprennent folie des grandeurs, jugement à l'emporte-pièce, tendance à s'emporter, déni de certaines réalités, toutes des caractéristiques qui vont être celles de la présidence. Autrement dit, on peut en déduire que l'anxiété latente de M. Bush n'a pas disparu. Et effectivement, quand il est confronté aux attentats du 11 septembre, il va littéralement se figer. On le voit ici sur une photographie qui a fait encore une fois le tour du monde. Il assiste à une séance de lecture dans une école élémentaire. Le deuxième avion vient de toucher la tour B. Ça fait un quart d'heure qu'il sait qu'il y a un premier avion. Le deuxième avion touche. Son assistant l'informe, Andrew Card, et il reste là. Le président ne bouge pas pendant un quart d'heure encore. Il écoute, manifestement paralysé par la terreur, pour y dire sidéré par la remontée de ce qui s'est passé pour lui. Il reste pétrifié. Il écoute des jeunes gens, des jeunes enfants parler de l'histoire d'une petite chèvre. Encore une fois, ça fait beaucoup rire et beaucoup mis en colère également. Il passe le reste de la journée dans son Air Force One. Il virevolte dans les airs et ce n'est pas lui qui va prendre les principales décisions. Mais lorsqu'il ressurgit, il promet de manière très péremptoire d'éradiquer le mal, de poursuivre les terroristes, au fond comme s'il craignait d'être puni lui-même, une crainte qui bien entendu l'habite depuis tout petit. C'est là qu'interviennent certains de ses collaborateurs, dont ici le ministre de la Défense, Donald Rumsfeld, qui va exhorcer dès lors ses collaborateurs à exagérer la menace. Il envoyait des flocons de neige, des emails qui demandaient, voilà, de faire croire aux Américains qu'ils étaient entourés de violents extrémistes. Autrement dit, constamment réactiver la mémoire traumatique dont on a parlé tout à l'heure pour les manipuler. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Les Américains étaient dans une telle anxiété qu'ils ont fini, dans l'espoir d'en finir avec ces peurs, de donner leur voix à leur président ainsi qu'à sa politique étrangère. Voilà, pour terminer ce petit exposé, j'aimerais prendre l'exemple également dramatique du scandale des tortures. En 2004, on apprenait que les troupes américaines avaient maltraité, pour ne pas dire torturé, des prisonniers dans un réseau de prisons secrètes, dont vous connaissez certainement l'existence. Tout cela pour lutter contre le terrorisme. On a vu un certain nombre d'images comme celle-ci, apparemment très ritualisées. Et il a paru effectivement que le gouvernement avait conçu un programme qui rappelait certaines mises en scène, comme celle de Yale, par exemple, ou d'autres mises en scène. Les prisonniers étaient isolés, dénudés, soumis à des vexations dont le but était de détruire, désintégrer leur résistance, afin de les forcer à coopérer. On a appris, par des documents qui ont été déclassifiés, que l'administration Bush avait pris des précautions juridiques pour éviter que les principaux responsables ne soient
inquiété, aucun n'a été inquiété. Il avait par exemple révoqué les conventions de Genève, il avait signé plusieurs avis de droit autorisant la torture, si bien que quelques sous-fifres seulement, comme ici une réserviste, furent inquiétés, condamnés à parfois quelques années de prison. Plusieurs enquêtes d'opinion montrèrent que les Américains étaient dans l'ensemble, au fait, favorables à la torture. Et qu'ils se retrouvaient même dans certains films, dans certaines séries où la torture était mise en scène. Et autrement dit, ils ont fini par l'accepter parce que, bien entendu, ça ressemblait certainement à certaines des tortures psychologiques ou physiques qu'ils avaient subies. Par exemple, une majorité d'Américains estimait acceptable de priver des détenus de sommeil, de les encagouler, de les soumettre à des bruits assourdissants. Un tiers trouvait admissible de frapper des prisonniers, même s'ils étaient peu soupçonnés ou pas du tout soupçonnés d'actes terroristes. Au fait, c'est comme si la remise en scène de la violence agissait comme un antalgique à leur souffrance. Certaines organisations de critique de la télévision calculèrent même que entre 2002 et 2005, dans la période où les enfants regardent le plus la télévision, donc en début de soirée, on dénombra 624 scènes de torture sur une période de 3 années. Ils avaient fait le même décompte les 6 années précédentes et pour obtenir 110 scènes de torture. Donc on s'aperçoit qu'après le 11 septembre, eh bien, les mises en scène de torture au cinéma et à la télévision ont été multipliées par 10. Et cela bien que la torture soit interdite aux États-Unis. Donc par exemple la série 24 heures que vous voyez là, met spécifiquement en scène un agent du FBI, donc Jack Bauer, qui est ici torturé, c'est chacun son tour, hein. Eh bien, dans cette série, il tua 136 personnes au cours des 5 premiers épisodes, les premières saisons, soit une moyenne de plus de 27 homicides par journée de service. Donc c'était découpé par 24 heures, 1 heure par épisode. Et donc ils ont fait le décompte pour s'apercevoir, disons, de ce gâchis, n'est-ce pas, que, encore une fois, les téléspectateurs prenaient, acceptaient. Voilà. Alors même certains commentateurs de l'échiquier, de la droite de l'échiquier politique, évidemment, disaient que ça voulait dire, le succès de cette série, c'était un référendum. Les Américains étaient d'accord avec les tortures. Et on est allé plus loin. Des interrogateurs de Guantanamo, pour concevoir le programme dont je vous ai parlé, eh bien, ont utilisé, se sont inspirés de cette série. Donc on a une sorte de connivence, d'aller-retour entre le politique, le social, le culturel, et puis cet élément, comme je le disais, de remontées émotionnelles. C'est pour ça que je pense que les Américains étaient en phase avec le gouvernement, même s'il s'agissait d'utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui la simulation de noyade, le waterboarding. Donc ici, vous avez une séance de protestation des militants. On mettait en scène ce waterboarding devant le Congrès pour essayer de protester contre ces pratiques. Et je pense ce que j'aimerais en fait partager avec vous, c'est que voilà, l'état de dissociation va les inciter à cela. Ils prennent pour cible des civils parce qu'au fait, c'est devenu l'enfant humilié qu'ils ont été, et puis ils ont cette distance d'absence d'empathie, d'absence de sensibilité qui leur permet d'accepter que tout ça soit rejoué. Les tortionnaires sont souvent des soldats, de jeunes soldats, qui, en plus de leur éducation, ont été traumatisés par l'entraînement militaire. On les entraîne à résister à des tortures. Donc on leur fait subir des tortures. On les fait par exemple assister à certaines scènes de waterboarding, voire on les soumet à certaines scènes de waterboarding, notamment dans la formation des Marines, des Navy SEALs, tous ces gens qui vont être dans une violence extrême lorsqu'ils sont sur le terrain de combat. Par exemple, lors d'un sondage réalisé par l'armée, 44% des Marines pensaient tout à fait légitime de torturer des prisonniers s'il s'agissait de sauver la vie de leurs camarades, hein, sauver des vies. Et puis 38% seulement estimaient que des civils devaient être traités avec respect. Je rappelle que les conventions de Genève ont été mises de côté dès après le 11 septembre. Alors voilà, c'est quelques éléments certes difficiles, dans lesquels j'ai essayé de rester peut-être à distance en vous parlant de mécanismes. Je crois qu'il s'agit
non pas de condamner, il ne s'agit pas non plus d'excuser, mais peut-être d'essayer de comprendre, d'abord intellectuellement, puis peut-être dans un deuxième temps en soi-même, comment est-ce que la violence infligée aux plus jeunes, comme on l'a vu mémorisée par certaines parties de notre cerveau profondément, va ressurgir sous la forme de passage à l'acte, parfois plusieurs dizaines d'années après. Comprendre aussi par quel mécanisme on peut être amené à cautionner, à dire oui, à fermer les yeux, n'est-ce pas? Voire à estimer nécessaire l'exercice de certaines violences, tant qu'elles sont justement médiatisées, c'est-à-dire à distance de nous. Je rappelle que personne ne naît terroriste, personne ne naît américain. La violence est transmise par la violence. Alors pour terminer, j'aimerais insister au fait sur la nécessité de reconnaître la sensibilité et la conscience de l'enfant. Nos enfants, bien entendu, mais finalement l'enfant en chacun de nous, puisque nous avons tous été à l'image de cet enfant, que les adultes ont voulu éduquer par des injonctions éducatives, souvent paralysantes, on essaie ensuite de s'en débarrasser en tant qu'adulte. Ce serait bien entendu préférable à ce que ces conditionnements n'existent pas au tout départ. Hein. Devenu adulte, on peut retrouver cet enfant. Ça, c'est la bonne nouvelle, je dirais. Hein. On peut se rappeler qu'on a eu, et certainement pas obtenu, besoin de sécurité, d'amour, d'empathie de la part, encore une fois, de personnes qui étaient essentielles à notre développement. Aucun enfant devrait être privé de tout cela. Je pense que la volonté d'éduquer est source de violence. Donc, nous devons lui substituer autre chose. On doit plutôt aller vers le sens d'une relation à l'enfant, une écoute de l'enfant, et reconnaître que l'enfant n'est pas un adulte. L'enfant est dans une période de spontanéité, d'élan, de recherche, de curiosité, et non pas dans une époque de respect de règles, etc. Comme vous le savez, un petit nombre de nos contemporains, surtout sur ce salon, réalisent qu'il est important de répondre de manière inconditionnelle aux besoins de cet enfant. Par exemple, avec l'attachement à la mère, favoriser à tout prix cet attachement, favoriser l'allaitement à la demande, dont on sait qu'il est important, pas seulement pour le nourrissement, mais aussi pour le cerveau de l'enfant. Le contact physique, dont Bush, par exemple, on l'a vu, a été privé très très tôt, et dont beaucoup d'entre nous avons été privés. Lorsque le bébé grandit, certains parents savent et souhaitent adopter une approche positive, avec toutes les difficultés que cela implique, bien entendu, puisque nous avons nous-mêmes été, comment dirais-je, humiliés. Donc voilà, la reproduction, on la sent, on sent qu'elle est là, n'est-ce pas? Donc une communication non violente, si possible, un travail sur soi, si possible, et au fait, pour parvenir à résoudre certains de nos traumatismes et finalement entrer en relation là où on ne pouvait pas entrer en relation parce qu'on était en réaction. Voilà, cette action a vous l'imaginez bien, un effet libérateur sur le parent qui pratique, peut-être une écoute de soi-même, mais aussi un élément libérateur pour les enfants, pour l'entourage, pour finalement toute la société. Donc je pense que cela devrait être un travail reconnu d'utilité publique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le magazine PEPS, je rappelle qu'il a été écrit par des parents, comme d'autres magazines qui sont présents sur ce salon, qui pratiquent la parentalité positive. Vous pouvez le consulter ici en sortant si vous le souhaitez, ainsi que mon livre. Je parlerai volontiers avec les personnes intéressées. Et j'aimerais peut-être conclure en disant que pour mettre fin aux violences collectives, tout au moins de mon point de vue, je pense qu'il est important de remettre en cause la violence de notre éducation. Et je sais que c'est inconfortable. Et donc, je voudrais terminer par cela, en vous remerciant de votre présence et de votre attention. Voilà. Et je termine par l'un des derniers numéros que j'aime beaucoup. Il y a un côté pirate en chacun d'entre nous, et je le retrouve beaucoup sur cette image de PEPS, encore une fois. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long ni trop rapide. Et je vous passe la parole pour répondre à vos questions.